Et nous n'accepterons jamais la forfaiture comme mode de gouvernement. Vive le libre et démocratique. Vive la souveraineté du peuple. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Mesdames et messieurs les journalistes, vous venez suivre la déclaration liminaire. La table est prête pour recevoir les questions et tenter directement le micro circule. Vous voudrez bien le prendre, décliner votre identité, poser vos questions et la table sera le plaisir de vous répondre. Le micro circule. Je crois savoir qu'il y a beaucoup à dire. Il y a eu des déclarations. Il y a à mon sens, la presse est complète. Oui, mesdames et messieurs, le temps pour mes camarades, vous êtes des questions. C'est la question que faire. Par rapport aux manifestations de 5 et 6 derniers, au niveau de la coalition, quelle analyse fait bilan par rapport à l'arrestation, la sortie du procureur de la République et à ce qu'elles sont référées. La démission du président du Conseil, ce n'est pas la première fois. Entre-temps, cette décision a été signée par le Parlement. Cette fois-ci, quels sont les leviers de la coordination des partis politiques et des OSC pour ce départ effectif, si on peut le dire. Merci. Togo Breaking News. Oui, bonjour. Je suis Louis Kamanko, je travaille à Togo Breaking News. J'ai d'abord une première question directement destinée à Maître Abévon. J'ai eu dire que il veut constituer justement une collègue d'avocats pour défendre Amrod. Je voudrais d'abord vérifier, je voudrais d'abord savoir si l'information est vérifiée. Si oui, est-ce qu'il peut nous dire déjà si lui au moins il connaît les chefs d'accusation retenus contre cet artiste? Ma deuxième question est de savoir, aujourd'hui nous sommes dans une crise, on peut le dire comme ça sans se tromper. Le 17 juillet prochain, vous vous préparez justement aux élections municipales. Est-ce que vous comptez aller à ces élections-là dans quelles conditions actuelles? Le micro circule toujours. Ici. Ah. Et moi, c'est Yaoub Youssef, je suis dans des forces anti-TG. Aujourd'hui, les blogueurs et influenceurs togolais de la diaspora sont sur TikTok et donnent des mots d'ordre qui semblent être suivis dans le pays.
Alors, quel rapport entretenez-vous avec cette diaspora résistante, si vous permettez l'expression? Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Khaled, du site de Revue Info. Je vais aller un petit peu dans le sens de mon confrère. Je voudrais savoir aujourd'hui, avec cette sortie, on ne parlera pas de récupération politique de ce qui a été commencé, ce qui a commencé le 5 et le 6 juin. Merci beaucoup. C'est une question. Si, je voudrais savoir. Alors, ça, tu reformules. Puisque, en réalité, en lançant les manifestations du 5 et 6 juin, les gens disaient non à une récupération politique. Alors qu'aujourd'hui, nous avons pu dire que, à partir du 23, que la population se prépare pour prendre ses responsabilités, comme un peu le mot d'ordre a été lancé. Donc, je voudrais savoir si vous n'êtes pas dans une logique de récupération politique. Je crois qu'il y a eu plusieurs questions. Nous allons retourner à la table pour des réponses. Alors je voudrais commencer la séance de réponse en vous disant aussi merci de vous être déplacés si nombreux, parce que, comme cela a été dit dans le document, je crois que la situation du Togo atteint un paroxysme particulièrement inquiétant. Et en tant qu'enfants de ce pays, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. J'en profite peut-être pour répondre à la dernière question en disant que toute action citoyenne, toute action politique qui vise à répondre aux aspirations du peuple togolais, notamment un changement de système, de mon point de vue, ne peut pas être qualifié de récupération politique. Nous étions déjà, depuis des années, dans une lutte avec des objectifs clairement exprimés, avec des actions qui, de mon point de vue, ont eu certainement des répercussions positives pour l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé. Et je crois qu'il est important et responsable de notre part de poursuivre l'action, de poursuivre la lutte pour faire aboutir le combat. Si je prends votre question dans le sens inverse, j'espère que vous ne me demandez pas désormais, dorénavant, de croiser les bras et de laisser la lutte se faire telle que vous semblez l'insinuer. Je ne vais pas en dire davantage, mais j'espère que ce n'est pas ce que vous nous demandez de faire, de rentrer chez nous, de fermer la porte et d'attendre que la lutte se fasse pour qu'on ne taxe pas de récupération. Nous sommes des gens responsables. Nous voulons, dans l'organisation, dans le sérieux, dans la rigueur, avec un chemin bien tracé, aller vers l'objectif en minimisant les risques pour les citoyens, en minimisant les risques pour la population. Voilà ce que donc je pourrais dire pour répondre à votre question. Je poursuis en disant que j'ai souhaité reprendre le texte parce que je crois que je fais partie de ceux qui, par moments, ont lancé des pics à l'endroit des
évêques, parce qu'il y a eu des moments où j'ai senti que, contrairement à d'autres pays où on sentait une forte pression positive de la part du clergé, j'avais le sentiment que le clergé au Togo n'en faisait pas suffisamment. Mais force est de reconnaître que la dernière sortie des évêques est quelque chose de particulièrement important, de particulièrement illustratif de la situation délétère dans laquelle se trouve le Togo. Et dans ce texte, nous avons dit que nul patriote ne saurait plus ignorer ou banaliser cette situation. Et nous ne voulons pas l'ignorer, nous ne voulons pas la banaliser. Les évêques disent que une nation ne se bâtit pas durablement sur le silence imposé, sur la peur suscitée et entretenue. Et il y a un passage qui dit que les peurs et les frustrations tuent, se muent en actes désespérés. C'est Judas qui a demandé quel bilan faisons-nous des 5 et 6. Je peux en faire un petit bilan en disant que c'est comme si c'était des paroles prémonitoires. Les évêques ont compris que, à force de pousser trop loin le bouchon, ce pouvoir risquait d'avoir un gros effet boomerang. Ce pouvoir risquait de recevoir comme une grosse gifle l'exaspération du peuple congolais. Ce qui s'est passé les 5 et 6 pour moi, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la manifestation de l'exaspération du peuple togolais. Nous avons dit le peuple togolais en a assez, parce que nous avons voulu rester polis. Le premier choix que nous avions fait, c'était le peuple togolais en a marre. Le peuple togolais en a marre. Et nous n'allons plus jamais continuer de supporter un tel système qui a mis en place. On est des esclaves. On a parlé de système de stabilité. Ce n'est pas une république où on permet à un peuple de s'exprimer. Ce n'est pas une république où on permet à un peuple d'avoir des aspirations. Et les dirigeants, eux, essaient de répondre aux aspirations du peuple. C'est un pays où quelques-uns sont à la tête, usent et abusent de leur pouvoir, se servent des ressources de la nation, pendant que la grosse majorité est là accroupie dans la misère. Et en plus, on fait un mandat, on en fait 2, on en fait 3, on en fait 4, et on se dit, bon, finalement, est-ce que j'en fais un 5e ou je mets simplement en place un système qui ne me fera même plus compter les mandats? Mais sommes-nous des animaux? Et donc, Gildas, en termes de bilan, je dirais que les 5 et 6, c'était déjà la première illustration de cette exaspération, ou pour reprendre les termes des évêques, des actes désespérés d'un peuple qui veut absolument le changement. Il y a eu des jeunes qui sont sortis. Il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre et de sécurité. Il y a eu des arrestations. Et ce qui nous a tous touchés, bien sûr, c'est que parmi les personnes arrêtées, il y a eu par endroits des actes de violence, il y a eu des actes de torture. Je me permets ici de citer la brigade anti-gang de Djidjolé. Je ne sais pas ceux qui y sont. Je ne sais pas quelles sont les forces de sécurité qui y sont. Je ne connais pas leurs responsables. Et nous avons eu des témoignages douloureux de la part des personnes qui y étaient. Et je me souviens que le jour où ils ont libéré le jeune collègue médecin, je lui ai posé la question, est-ce qu'on t'a battu? Il m'a regardé gravement, il m'a répondu, sauvagement. Et vous pensez que nous allons continuer à accepter?
Et vous pensez que nous allons le faire tout simplement parce qu'on va taxer de récupérateurs? Nous allons continuer le combat. Je ne vais pas monopoliser la parole, il y a eu beaucoup de questions, je vais laisser la possibilité aussi aux autres de répondre. Et nous sommes là pour parler de notre pays. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas revenir sur les remerciements pour être déplacés aussi nombreux. Mais je vous prierai, je ne dirai pas pour une fois, mais je vous prierai de bien lire et relire le texte. Il a été écrit, rédigé avec sérieux, avec beaucoup de sérieux, pour pouvoir illustrer la situation, montrer ce qui se passe et dire ce qu'on compte faire à l'avenir. Donc, je vous prie de prendre le texte et de le lire ligne par ligne, vous y découvrirez beaucoup de choses. Également, je vous inviterai à, vous l'avez certainement fait, à relire le message de la conférence des évêques du Togo et à chercher à décrypter ce qui est écrit, ce qui est derrière les mots. Il y a une phrase qui se termine par un but d'unir sans tête, votre entêtement, votre entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. Votre entêtement à faire croire au peuple le contraire du vrai. C'est écrit avec précision, c'est écrit avec rigueur. Ça veut dire quoi? La 5e République, l'objectif poursuivi est un mensonge. Ils n'ont pas voulu parler de mensonge. On connaît les évêques mesurés, le contraire du vrai. Votre entêtement, ça veut dire c'est faux. Vous vous entêtez à démontrer que ce que vous voulez faire, c'est pour le bien du peuple, alors que c'est pour votre bien personnel. Et donc, nous devons savoir que le moment est venu. On l'a dit. Ce n'est pas... Nous sommes là-dedans depuis longtemps. Peut-être qu'on ne réussit pas. Mais on grignote. On grignote. Et nous sommes là, nous serons toujours là tant que le système ne tombera pas. Nous serons là. Et d'ailleurs, je voudrais, pour ceux, vous êtes un certain nombre de jeunes, le 12 juin doit vous rappeler quelque chose. Le 12 juin est une date importante dans l'histoire politique du Togo. Je crois qu'il y a eu les accords du 12 juin pour la conférence nationale à l'issue d'un combat, y compris de lui. 1991-1992. 1991 surtout. Et le 12 juin, il y a une grande manifestation où la tête était déjà à Décon et l'accueil commençait à se déplacer à Capoto. Donc, vous allez nous parler de récupération à nous qui sommes... Non, on ne récupère rien du tout. Il n'y a pas de récupération. C'est pour ça que dans le texte qu'il est écrit, le moment est venu d'agir avec responsabilité. De tout le monde. De ceux qui posent la question, ils doivent manifester un certain respect. Oui. Le moment est venu d'agir avec responsabilité. On parlait d'éviter tout ce qui fracture les forces alliées en opposition. Et donc, je vous invite à cela. Il y a une question, et ça je le savais, il y a une question qui concerne les élections municipales.
il y a des choses qui concernent les politiques. Des actions qui concernent les politiques. D'abord, nous reconnaissons tous que, au Togo, compte tenu de la manière dont les choses se passent, aller aux élections est un grand problème. Ne pas aller aux élections est aussi un grand problème. Ne pas aller aux élections est aussi un grand problème. Nous avons testé toutes les situations. Et nous disons, pour nous, le processus électoral est un moment de sensibilisation, de mobilisation, pour expliquer peut-être davantage la situation politique. C'est une occasion pour expliquer la situation politique. Que tout le monde sache qui est qui. Ceux qui vont aux élections pour renforcer le système, le système le fait avec beaucoup de comment on appelle ça, les interdépendants, les soucis. Donc l'objectif est juste de siphonner les voix d'eux qui doivent aller à l'opposition parce que pour des raisons ethniques, familiales, etc., on vote pour les parents, par réflexe identitaire. Et donc, nous disons, participer au processus électoral, c'est saisir un moment de mobilisation, de sensibilisation sur la situation politique. Voilà ce que je réponds précisément à la question qui concerne la participation au municipal. Je crois que je vais laisser la parole à Maître Atégon, à qui certaines questions sont adressées. Merci. Je crois que sur certains sujets, certaines questions, vous avez déjà apporté des réponses. Après les élections législatives et régionales, les conditions dans lesquelles ces élections sont déroulées et qu'on voulait utiliser uniquement les résultats de ces élections pour renforcer la 5e République, vous avez vu au moins nos deux partis ici autour de la table. Le premier, au détriment de nos intérêts supposés, on a décidé de ne pas siéger à l'Assemblée. Vous croyez que c'est décider de ne pas siéger, c'est un acte anodin? Les gens nous ont interpellés. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voyez, on a reçu des visites des chefs cantons, de machin qui ont défilé dans nos maisons. On fait pression pour qu'on y aille. On a dit bien, on ne le fera pas. Parce que le MPT uni croit que, après avoir posé un acte aussi vil, aller s'associer là-bas et faire le semblant d'être là, mais ça renforçait leur position pour dire oui, tout est rentré dans l'ordre. Le premier coup qu'on leur a porté, c'est de refuser de ne pas aller là. Ça leur a fait très mal. Mais après avoir posé ce acte-là, nous avons décidé de nous retrouver avec d'autres d'ailleurs. Certains, en fin de compte, n'ont plus voulu. Mais nous sommes retrouvés dans le format actuel pour adopter une charte. Et dans la charte, on a dit beaucoup de choses. Le problème de notre pays, c'est... Bon, c'est vrai que nous recherchons le même résultat, mais on remarque souvent des coups bas, etc. C'est ça qui nous affaiblit. Et nous avons mis des choses qu'on doit faire désormais pour qu'on ait du respect les uns à l'égard des autres. Et nous avons commencé des manifestations. Nous avons lancé les meetings, les 2 meetings. Bon, c'est vrai, les résultats sont là, on a vu. Mais on peut considérer ces meetings-là comme le point de départ justement de la mobilisation. La mobilisation a commencé par ces meetings. On a vu que la sortie des Togolais était assez mitigée. Mais au cours de ces meetings, les gens nous ont dit ça suffit. Vous avez fait 2 meetings, décidez maintenant d'aller à une marche. Les appels sont venus de toutes parts. Et nous avons même programmé une sortie. On voulait faire comment vous appelez ça?
une marche, on a même fixé la date entre nous. Quand nous avons appris que sur les réseaux sociaux, une date a été fixée pour les 5 et les 6. Nous sommes concertés, on dit on ne peut pas faire un truc parallèle pour faire croire que nous sommes en compétition avec ceux qui ont lancé ce mouvement. Nous avons donc annulé ce que nous avons voulu faire. Et malgré le fait que on ne nous a pas appelé directement. Et au cours de ces manifestations, nous avons appris, enfin, de la mobilisation chez nos amis les frères blogueurs comment sur les TikTokers, on a appris qu'il y a certains qui entraient dans leur live pour dire ah non, ce qui se passe là, on ne veut plus de partis politiques. C'est le peuple qui doit faire sa révolution, donc les partis politiques ne sont pas appelés, surtout ne venez pas. C'est un système abject qu'on doit tout faire pour chasser. Et nous devons le faire. C'est une obligation pour nous de le faire. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Nous avons lancé un appel, d'autres lanceront, mais nous ferons en sorte que nous puissions ensemble décider d'un objectif précis et décider de la stratégie qu'il nous faut pour y arriver. Et nous avons lancé également un appel à tout le monde, à toutes les forces qui convergent, qui travaillent pour la chute du régime RPT unique. Nous y arriverons. Malgré les difficultés, nous y partirons. Donc aidez-nous. Je l'ai dit déjà au cours d'un meeting là, que vous et nous, on est dans le même bateau. La misère aujourd'hui, et vous la subissez aussi autant que nous. Vous, journalistes, vous devez faire en sorte que les divisions réelles ou supposées que nous avons entre nous, qu'on ne cherche pas à les creuser. Au contraire, on doit travailler pour que nous puissions, tous ensemble, atteindre l'objectif. Voilà. C'est ce que je voulais dire rapidement, avant de revenir. On a parlé abondamment également de ce que les évêques ont sorti, quelque chose de très bien. Et c'est le moment où moi, en les félicitant, je voudrais profiter justement de cette conférence pour lancer un appel solennel aux autres confessions religieuses. Parce que confession religieuse, il n'y a pas que les catholiques. Les catholiques ont eu le courage de dire ce qu'ils doivent dire. Mais en dehors de, il y a les méthodistes, il y a les presbytériens, il y a les musulmans. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont d'accord de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi ils ne parlent pas? Pourquoi ils ne disent rien? J'ai même entendu un pasteur, je ne sais pas quoi, là, comment il s'appelle, pour dire à leurs fidèles dans une église, pourquoi est-ce que Dieu a dit qu'il faut aller parler politique? Il a aussi dit pourquoi est-ce que c'est écrit dans la Bible que, en dehors de ce qu'on dit, le fidèle doit faire, il doit aller faire politique. Comme s'il ne vit pas dans un pays avant de parler de fidèles. Si les fidèles qu'ils gouvernent sont dans la misère, leur parler seulement du ciel, sans leur parler des réalités du moment, je ne sais pas quel type de pasteur il est. Alors donc c'est un appel solennel et vibrant que je lance à tout le monde. Non seulement, je ne sais pas quel type de pasteur il est. Alors donc c'est un appel solennel et vibrant que je lance à tout le monde, non seulement aux confessions religieuses, mais nous lançons le même appel à tout ce que nous pouvons appeler regroupements socio-professionnels, les syndicats, tout ça. C'est vrai que les syndicats sont dans des confitures, mais il faut que les forces de toutes les forces se réorganisent pour l'assaut final contre ce régime. Alors, la dernière chose que je voulais dire rapidement, c'est en parlant du dossier à Rome. Oui, ce n'est pas faux. Je l'ai dit, ce n'est pas une interprétation. C'est moi-même qui l'ai dit, que je suis dans ce dossier, je me suis constitué pour lui. Alors, vous savez, qui a pris, donc la procédure n'a pas réellement suivi son cours. Nous attendons. Et non seulement moi-même, je suis en train de contacter d'autres confrères avocats pour qu'on constitue un pôle d'avocats. Non seulement pour Rome, mais toutes les arrestations aujourd'hui que nous avons, parce que à nos dernières manifestations, il y a des gens qui ont été arrêtés. Et non seulement arrêtés, mais sauvagement molestés, battus. J'ai vu ce matin au niveau de mon portable, une dame qu'on nous a montré, qui
qui a eu le courage de se montrer lui-même. Lorsque vous regardez le dos de cette dame, un journaliste de la TV5 a eu des difficultés, arrêté à un moment donné, puis relâché après. Parce que la presse, ils ont l'impression que la presse, le journaliste dérange. Lorsqu'on a un événement, vous n'avez pas le droit d'aller découvrir. Parce que ce qu'ils veulent faire, ils veulent le faire dans l'anonymat, à Katimini chez nous, comme leur constitution de la 5e République. L'information, ça fuse maintenant. Ce n'est plus le temps où c'est seulement Radio Lomé ou TVT qui diffuse les informations. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça bon. Donc, nous estimons que là où on est, et nous sommes sérieux, le président, celui qui dit qu'il est encore président, nous disons qu'il a fini ses 4 mandats. Ce qu'il a fait là, il y a un acte formel de nomination du chef de l'exécutif par le chef de l'État. Cherchez une majoritaire à l'Assemblée nationale. Et encore, quelle Assemblée nationale? Sur des élections frauduleuses. Mais on dit ça. Il est le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi le parti majoritaire à l'Assemblée nationale va nommer le chef de l'exécutif? Au nom de quoi? Interrogeons-nous. Au nom de quoi? Son parti est une association. Ce n'est qu'une association. Il ne peut pas nommer. Il ne peut pas. On dit que l'Assemblée nationale a pris acte de la désignation par le RPT uni du chef. Non, ça n'existe pas. C'est pour ça que nous disons, il n'a aucune légitimité. Aucune. Et nous devons imposer cela dans le pays. M. Faure-Gnassingbé n'a pas de légitimité. On dit, en Inde, il dit qu'ils sont allés voir en Inde. Est-ce qu'ils ont regardé que le chef de l'État, qui leur a écrit que le président de la République est le chef de l'État? C'est le même. Si le président de la République est le chef de l'État, il doit nommer. Comme ça se fait dans les régimes parlementaires normaux, mais le régime, c'est le président de la République. Quand vous dites que c'est le chef de l'État, laissez le chef de l'État faire. Le chef, on dit le président de la République est le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est la fonction suprême. Il n'y a personne au-dessus de lui. Amenez-le. Là, vous ramassez tout. Vous remettez ça à quelqu'un qui n'est pas le chef mandat. Ces questions-là, nous devons nous les poser. On n'écrit pas une constitution pour s'amuser. Si des roublards sont venus l'aider pour écrire une constitution dans laquelle il y a n'importe quoi, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Ils s'adressent à des hommes qui, eux, ont le devoir de réfléchir. Nous avons le devoir de réfléchir. Nous avons le devoir de refuser qu'on nous traite comme un ramassis d'idiots. C'est notre devoir. Dans une constitution, on vérifie quel est l'équilibre des pouvoirs. Quel est l'équilibre des pouvoirs? Vous dites que vous écrivez une constitution avec un régime parlementaire. Et vous mettez là-dedans que si jamais le Premier ministre est renversé, ce n'est pas lui qui tombe. Comme ça se passe dans tous les pays du monde. Si on le renverse, il ne tombe pas. C'est l'Assemblée qui l'a renversé qui tombe. Et vous avez vu ça où? Et vous avez vu ça, vous vous amusez avec nous. On écrit n'importe quoi dans une constitution. Non! S'il vous plaît, vous devez nous aider à débusquer ces choses dans il y en a plein. Il a élu de personnes et lui, il peut faire tomber une assemblée constituée d'élus. Il est juste élu par son parti.
Encore, je ne sais pas s'il est élu par son parti, je suppose. Je suppose que, à ce moment, je suis président de parti, je suis élu. Ben non, écoutez, ne nous abusons pas. Cette constitution ne vaut rien et est une insulte pour les Togolais. Et nous devons la combattre. Et nous allons voir, nous allons voir qui va combattre cette constitution pendant le processus qui va venir. Il y en a qui ont dit, viens agir. Non, c'est pas viens agir, viens avaler, viens manger. On va voir qui va combattre cette constitution. Togolais, viens agir. Ouais, ceux qui vont inviter à venir avaler. Nous allons les voir. Nous allons voir, examiner leur attitude par rapport à la constitution de la 5e République. Et vous saurez à quel jeu ils se livrent. Donc, il faut que nous soyons sérieux, rigoureux et combatifs. Nous avons dit à plusieurs reprises ici, vous savez, on n'est pas en train de courir un 100 mètres, mais le marathon est en train de se terminer. Le marathon, là, on court depuis un moment. Et il va se terminer bientôt. Notre devoir est de sensibiliser nos compatriotes, de leur dire que, bon, ils ont raison sur certains points. Parce que à un moment, ils étaient disponibles. Ils se sont lancés dans le combat. Et nous avons un peu dilapidé leur disponibilité. Il faut le reconnaître. Mais nous sommes là. Et notre devoir est de leur expliquer. De leur expliquer que c'est une blague. Cette constitution n'est qu'une blague. On compte sur, mon ami, la terreur d'État. Ils comptent sur ça. Ouais. On veut un État de droit débarrassé de l'imposture et de la terreur d'État. C'est ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, ça ne va pas vous coûter la vie. Vous n'êtes pas d'accord, vous contestez. Et on va comment je dirais, torturer, battre un médecin, un jeune. Parce qu'il a fait quoi? Il a marché. Et alors, c'est ces choses-là qu'on ne veut pas. Merci. Merci. Je vais vous dire que nous avons souhaité vous rencontrer aujourd'hui. Parce que pour nous, il était important qu'on puisse marteler clairement dans votre esprit et dans l'esprit de chaque citoyen togolais un certain nombre de faits, de vérités. La première chose, c'est que nous affirmons et nous réaffirmons la nécessité pour le président Paul Eswatini Gnassingbé de démissionner. Il doit démissionner. Il doit démissionner pour des raisons claires et objectives. La première raison, c'est qu'il n'a pas de légitimité. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a un échec de sa gouvernance. Vous voyez sa gouvernance au plan politique, je pense qu'on a donné suffisamment d'exemples où on peut se permettre d'arrêter des journalistes, de récupérer leur matériel, les obliger à effacer les images, attraper un jeune médecin, le bastonner, pour reprendre ses propres termes, sauvagement, et puis tranquillement aller chez soi, parce que c'est une république bananière. Il a échoué au plan économique, parce que dans notre pays, malheureusement, nous n'avons jamais été en mesure de puiser les ressources du pays et de les utiliser à bon escient, de les utiliser afin d'aider le Togo à se développer.
quand on compare deux pays similaires, le Togo et le Bénin, et Patrice, du président Talon, on peut clairement dire que la gouvernance de Faure Eswatini Niasse-Ngué a échoué au plan technique. Donc, M. Talon fait quand même des efforts pour relever le niveau économique de son pays. Et enfin, je pense qu'il a échoué au plan social quand il s'entoure de 87 félons qui ont accepté l'accompagner dans cette aventure sinistre. C'est un échec. C'est un échec parce que c'est un modèle mauvais qui blesse aux jeunes générations. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président Faure Eswatini Niasse-Ngué, vous devez rendre le tapis. La deuxième chose pour laquelle nous avons souhaité que vous soyez là, c'est parce que nous voulons dire clairement que aujourd'hui nous lançons un appel. À titre personnel, je l'ai déjà dit, je l'ai répété. Arrêtons les invectives. Ça ne nous apporte rien. Ça ne sert pas la lutte. Ça dessert la lutte. Il y a des propos, des affirmations gratuites venant de personnes qui sont supposées être des alliés et qui ne servent à rien. Nous l'avons redit dans le message d'aujourd'hui. Si nous voulons, quelqu'un a posé la question, quels sont les leviers dont nous disposons? Si nous voulons y arriver, il faut une vraie convergence. Et cette convergence, elle ne doit pas être une convergence de façade. Il faut la construire sur des valeurs. Et ce n'est pas pour rien que nous avons mis en avant la vérité. Ce n'est pas pour rien que nous avons mis en avant la solidarité et la confiance. Et j'ajouterai peut-être le respect. Il faut une convergence de toutes les générations. Nous avons applaudi l'action des jeunes perturbés de baccalauréat. Les enfants ont trimé. Les familles ont fait des sacrifices pour que les enfants puissent aller à l'école. Ce n'est pas le moment de perturber les enfants. Laissons-les rester dans leur concentration, aller au bac et nous prions pour eux. Mais après cela, quels sont les leviers à notre disposition? Je vais répondre. Pour nous, nous sommes en train de construire quelque chose. Lentement, mais sûrement. Chaque couche sociale doit se sentir concernée. La désobéissance doit émaner de chaque citoyen, de chaque couche sociale. Et je donne un exemple. Déjà, nous avons des corporations qui viennent vers nous. Je suis médecin, je peux vous dire ce que nous sommes en train de discuter au sein de la corporation médicale. Je l'avais dit tantôt, nous allons y aller par des options qui vont préserver au maximum l'intégrité de chaque citoyen. Et pour ce qui est de la santé, nous n'allons pas sortir pour nous déverser dans les rues. Cela peut-être se fera à un moment. Mais pour l'heure, nous sommes en train de nous orienter vers un système de grève de zèle. C'est la première étape d'un cheminement qui, nous l'espérons, va nous conduire vers la fin de ce système. Il faut qu'on mette fin à ce système. La santé est en train de réfléchir à des options. Et notre appel, c'est également à l'endroit des autres syndicats, à l'endroit des autres corporations. Si vous imaginez des options qui peuvent permettre de perturber ce système, d'arrêter le fonctionnement de ce système, de désobéir, n'hésitez pas, vous nous connaissez, n'hésitez pas, venez vers nous, exposez-les. De la même manière, nous irons vers l'ensemble des corporations. Nous irons vers l'ensemble des couches pour que chacun, dans son génie, nous dise ce que nous pouvons faire ensemble pour abattre ce système. Voilà donc, je vais m'arrêter là parce que je n'est pas là pour également dévoiler tout ce que nous avons en tête. Mais les choses ont commencé, les leviers sont... J'ai dévoilé, mais il faut qu'ils comprennent que nous sommes en train de travailler. Que ce n'est pas simplement un appel symbolique. Nous sommes déjà dans le concret. Nous avons déjà commencé le travail. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les journalistes, est-ce qu'il y a encore quelques questions?
on vient les prendre, tenter d'y répondre, oui. Ah. On a même répondu à la question qui n'ont pas été posées. Alors, je vais retourner le micro à la table pour remercier les journalistes et mettre fin à cette conférence de presse. Je ne sais pas, M. Pour remercier. Bien, on va être bref. Je vous remercie d'avoir, je ne vais pas dire participer à ce débat, à cette conférence de presse. J'espère que nous avons dit l'essentiel de ce que nous avons à dire et je souhaite, j'espère que vous veillerez efficacement parce que nous en avons besoin, ce que nous avons dit ici. Et comme nous allons continuer la sensibilisation, nous souhaiterions que vous soyez aussi nombreux à notre prochaine invitation. Donc, merci beaucoup.